Des cactus dressés vers le ciel. Des longues étendues desséchées. Des villages poussiéreux, comme abandonnés. Paysage tourmenté d'un Far West mexicain. Les États de Jalisco et Colima, sur la côte occidentale du Mexique, sont le décor sauvage et aride de Juan Rulfo, figure majeure de la littérature mexicaine. Son unique roman, publié en 1955, Pedro Páramo, considéré comme fondateur du courant du réalisme magique, a révolutionné la littérature latino-américaine. Il y raconte la quête d'un jeune homme parti retrouver son père, un certain Pedro Páramo, dans le Mexique des années 1920. Pour parvenir à ses fins, il se rend à Comala, un village d'outre-tombe où le monde des morts se mêle à celui des vivants. Un récit onirique et laconique où se dévoile l'histoire tragique de Juan Rulfo et du Mexique. Dans l'ombre menaçante du volcan de Fuego, le volcan de feu, Comala est un petit village aux maisons blanches, aux ruelles pavées et aux toits en tuiles rouges chauffés par le soleil ardent. Un village à l'architecture coloniale, classé aux monuments historiques, entré dans la légende avec cette simple phrase devenue culte. Je suis venue à Comala parce que j'ai appris que mon père, un certain Pedro Páramo, y vivait. C'est ma mère qui me l'a dit et je lui ai promis d'aller le voir quand elle serait morte. L'écrivain, qui a passé une grande partie de son enfance non loin de là, dans plusieurs villages de l'état de Jalisco, a choisi Comala pour cadre unique de son roman, mais un Comala bien différent de celui que peut découvrir le voyageur. Ici, c'est un verger. Il y a une nature impressionnante aux alentours du village de Comala. Mais le Comala de Rulfo est différent. C'est un endroit plus chaud que le vrai village. Dans le roman, c'est un lieu désolé où il n'y a pas une âme qui vive, où les maisons sont abandonnées, les murs s'effritent. Ce village est plein d'échos. On entend les craquements, des rires très anciens, comme lassés de rire, des voix usées d'avoir trop servi. Comala, c'est la somme de San Gabriel, de Sayula, le lieu où il est né, et de Tuxtla-Cuesco. Mais il a choisi le nom de Comala parce que c'est un lieu où l'un de ses oncles venait fréquemment. Enfant, il entendait ce nom, et je crois qu'il est resté gravé dans sa mémoire pour sa musicalité. Je pense que beaucoup de villages mexicains pourraient être Comala. Dans le dédale des ruelles de ce Comala imaginaire, Juan Rulfo nous plonge dans un récit décousu. Le lecteur s'aperçoit peu à peu que tous ceux qui parlent sont morts. Comme dans un rêve, les souvenirs se mêlent aux hallucinations. Le lecteur est émerveillé parce qu'il découvre la magie de ces choses que l'on ne comprend pas, qui ne sont pas logiques, mais dont on aimerait qu'elles le soient. C'est pour ça que Pedro Páramo est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du réalisme magique. Tu n'as pas besoin de commencer par la première page pour lire Pedro Páramo. Tu peux prendre le livre et l'ouvrir à n'importe quel endroit pour découvrir l'histoire de ce village de fantômes. C'est une histoire qui parle de pouvoir, de vie, de mort. C'est un roman qui nous parle du sens universel de la mort. Et comme cela nous concerne tous, peu importe la langue que l'on parle, on se sent touché. C'est le roman de l'identité mexicaine, de notre quête et de notre sentiment d'abandon. Nous, les Mexicains, nous disons toujours que nous sommes tous les enfants de Pedro Páramo. Le vrai Comala est peut-être à une centaine de kilomètres de là, dans le creux de cette vallée de l'état de Jalisco. Comment avez-vous dit qu'il s'appelle le village que l'on voit en bas? Comala, Comala, monsieur.
Vous êtes sûr que c'est bien Comala? J'en suis sûr. On peut voir les plaines verdoyantes que décrit Juan Rulfo. Et derrière moi, on aperçoit deux volcans éteints, que l'on appelle depuis très longtemps les Comalitos. On les appelle comme ça à cause de leur cratère qui ressemble à un comal, cet appareil dans lequel les femmes faisaient cuire les tortillas. Enclavé au centre, il y a le village de San Gabriel, terre d'enfance de Juan Rulfo. C'est là-bas que l'on découvre beaucoup de similitudes entre le roman et l'histoire, les coutumes, les personnages du village. Pour nous, San Gabriel, c'est le Comala rulfien. San Gabriel est une petite ville aux allures tranquilles, avec sa jolie place à arcades, son kiosque à musique, son église. Difficile d'imaginer qu'il y a un peu moins d'un siècle ne régnait ici que violence et destruction. Peu de temps après la Révolution, éclate en 1926 la guerre des Cristeros. Les Cristeros, ce sont ces paysans catholiques qui se soulèvent contre l'État, qui veut réduire la puissance de l'Église. San Gabriel est l'un des foyers de la rébellion. C'est ici que grandit Juan Rulfo. Il a 6 ans lorsqu'il entre au collège des Mères Joséphines. Sa famille protège l'un des prêtres du village. Ce collège a été fondé par le curé Ireneo Monroy, qui était un voisin de Juan Rulfo. Ce curé a eu indirectement une influence sur le goût pour la lecture du petit Juan Rulfo. Pour protéger sa collection, il avait caché tous ses livres dans la maison de Juan. Et c'est comme ça que ce dernier a pu lire tous les livres du curé, non seulement ceux de sa bibliothèque, mais aussi tous les livres qu'il censurait dans le village. Car en tant que censeur ecclésiastique, il pouvait contrôler les livres que les gens du village lisaient et étoffer sa bibliothèque. La lecture est un refuge pour l'enfant dont la vie est marquée par le chagrin et la mort. Issu d'une famille de propriétaires terriens, son père a été assassiné en 1923 pour une querelle de terre. Enfermé dans sa maison, il dévore les livres. Dans les rues du village, l'armée chasse les rebelles. Pendant la guerre des Cristeros, on a dû fermer les églises. Les associations religieuses devaient travailler en secret. On baptisait et on mariait les gens dans leur maison. Les prêtres devaient se cacher, parfois même se déguiser, pour que les soldats ne les reconnaissent pas. Toutes ces choses, on en parlait à la maison, en famille. Sa mère, tout de noir vêtu, et la servante qui lui racontait tout. Pourquoi pleures-tu, maman? Ton père est mort. On a tué ton père. Et toi, maman? Qui t'a tué? Le malheur frappe encore et encore. Il y a ces paysans que l'on retrouve pendus au petit matin aux branches des orangers. Sa mère, elle, meurt de chagrin quand il a 10 ans. San Gabriel n'est plus pour Juan Rulfo qu'un village d'outre-tombe. C'est dans ce décor de cauchemar qu'il campe l'histoire de Pedro Paramo, un cacique sanguinaire qui a semé autour de lui le malheur. Il y a des villages qui ont un goût de malheur. On les reconnaît dès que l'on avale un peu de leur air usé et stagnant, aussi appauvri et sec que la vieillesse. Ce village est de cela. Une terre que les habitants semblent avoir abandonnée, mais où bruissent la nuit les murmures des fantômes du passé. À une quarantaine de kilomètres au nord de San Gabriel, entre la Sierra El Tigre et la Sierra de Tapalpa, une longue étendue sablonneuse se découvre. La lagune de Sayula.
Dans la lagune de Sayula, durant une moitié de l'année, il y a de l'eau ou des flaques, comme on peut en voir ici. L'autre moitié du temps, elle est asséchée. C'est comme un désert. Quand il fait très chaud, en mai ou en juin, il y a des tourbillons, des tempêtes de sable. Et pour moi, c'est un paysage roulfien. C'est à la fois beau et accidenté, sauvage et dur. Ici, on enterre tes os. C'est le morceau d'enfer dont tu as hérité. Ces paysages à la beauté abrupte, Juan Rulfo les a non seulement décrits de sa plume acérée, mais il les a aussi photographiés, capturant dans près de 7000 clichés un peu de l'âme de ce Mexique rural et de ses habitants. Ce sont des photos très marquées avec ce noir et blanc. Elles sont contrastées, très lumineuses, mais elles ont aussi un côté très obscur. Ce sont des endroits isolés, inhabités. D'autres fois, on voit un paysan, le classique travailleur indigène habillé avec sa couverture, à côté des cactus. Rulfo donne une dignité non seulement au personnage, mais aussi à la nature. C'est comme s'il disait « Regarde un peu ce bout de terre, et nous sommes cette terre ». C'est un monde voué à disparaître que Rulfo photographie. Un monde de terres en friche et de maisons abandonnées qui ne sont plus que l'ombre de leur grandeur passée. Comme cette hacienda du 19e siècle à quelques kilomètres de Sayula. Elle a été peu à peu abandonnée. Même si les terres sont encore exploitées, elle est tombée dans l'oubli. Pour moi, c'est ici que vivent les personnages de Rulfo. Oubliés entre ces murs en ruine, où se délitent les histoires à travers les générations. Il y a beaucoup de mélancolie dans ces photos. Quand j'étais gamin, je voyais encore passer le vacher avec son troupeau. Et les photos de Rulfo évoquent cela, ce monde rural qui est en train de disparaître, ce qui n'existe plus. Je crois que personne n'a su comme lui incarner l'hyperréalisme mexicain. Il devient immortel. Le cadavre était tombé en morceaux. La mâchoire s'était détachée comme si elle était en sucre. Elle lui avait tendu un os après l'autre, le crâne en premier, cette boule qui se défaisait entre ses mains. Son ombre à lui plane sur tout le pays. Pancho Villa, le brigand devenu une légende, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Regardez-le bien, ce Pancho Villa. Sous cet air débonnaire avec son armée, il a fait ce que très peu ont fait depuis, envahir les États-Unis. Bon d'accord, c'était un petit bout des États-Unis et ça n'a pas duré très longtemps, mais tout de même, il reste à ce jour l'auteur de l'une des rares invasions du territoire nord-américain par une armée étrangère. Nous sommes en mars 1916. Pancho Villa, qui n'est pas très content de voir les Américains apporter de l'aide à l'un de ses rivaux, décide de mener un raid éclair sur la ville de Columbus au Nouveau-Mexique. On compte plus de 200 morts, l'Amérique est piquée au vif. Quand même, ce type, fils de paysan mexicain qui a appris à lire à 30 ans, est capable d'entrer dans le pays et d'en ressortir. Pas content, le président de l'époque envoie l'armée, mort ou vif, Pancho Villa wanted. C'est le général Pershing qui commande, parmi ses 10 000 hommes, le futur général Patton, le futur président Eisenhower. Il le cherche pendant presque un an, sans succès. Pancho Villa leur glisse entre les doigts comme le sable de sa région, du Chihuahua. Une situation d'autant plus humiliante que Pancho Villa est une star aux USA. L'une des premières superstars même. Avant John Wayne, avant Stallone, avant Bruce Willis, il y a Pancho Villa. Il est sur tous les écrans de cinéma. En 1914, il signe un contrat avec une société de production d'Hollywood, la Mutual Films. Il s'engage à se laisser filmer. Lui et ses hommes reconstituent les combats menés pour les actualités de l'époque. Il a même droit à un film de fiction, La vie du général Villa.
C'est d'ailleurs amusant quand on y pense. Pancho Villa est un Mexicain né dans une famille extrêmement pauvre, très à gauche, il vole aux riches pour redonner aux nécessiteux, et pire que tout, il s'oppose au principe de la propriété individuelle. C'est sûrement pour ça que, plus d'un siècle après sa mort, Pancho Villa fait encore peur, suffisamment pour que les États-Unis construisent un mur à la frontière mexicaine.